Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. De par notre formation universitaire, l'approche des textes poétiques d'Afrique noire francophone se présente à nous soit en termes des études des conditions verbales, formelles de la littérarité, soit en termes d'examen des procédés internes du texte littéraire. Dans le présent ouvrage, la seconde perspective de lecture de texte, c'est-à-dire celle de la poétique, a pris quelque peu le dessous sur l'approche stylistique qui n'est tout de même pas absente. Ainsi, le souci d'une réflexion sur la façon dont ces œuvres poétiques sont écrites, recyclées ou rénovées a pour l'essentiel guidé notre choix méthodologique et théorique. Ce livre est motivé par le constat que nous avons fait à propos de l'écriture poétique de certains auteurs d'Afrique noire francophone. Il s'intéresse aux ailes novateurs dans la poésie africaine de langue française. Pour nous, il s'est agi d'en savoir davantage sur certaines des révolutions opérées çà et là par des poètes issus de pays ayant en commun le même héritage colonial et la langue française. Le corpus d'études est constitué de 8 œuvres poétiques. Il s'agit notamment de D'éclairs et de foudre et Galerie infernale de Jean-Marie Adiafi, de Déjà vu de Noël X Ebony, de Quand s'envolent les grues couronnées et Poèmes pour l'Angola de Frédéric Titinga Passeré, de Poèmes et vent lisse et le quatrième côté du triangle de Sony Laboutancy et de Poèmes sans papier ou Opéra slam de Fascinet. La démarche vise avant tout à montrer que ces œuvres poétiques s'inscrivent dans une dynamique d'innovation, de rénovation et de transgression. Elle n'est en outre pas sans mettre en exergue cette écriture singulière qui fonctionne à l'aune de la rupture. Nous aurons recours à un certain aspect de la poétique qui s'entend comme l'étude des procédés internes du texte littéraire. Nous voulons essentiellement apporter un éclairage nouveau sur cette nouvelle forme d'écriture poétique, qui est tout de même sujet à débat. Cet objectif suscite au moins une interrogation majeure, à savoir: en quoi ces œuvres poétiques révèlent-elles que l'ensemble caractéristique des choix, conscient ou non, que fait un écrivain dans le cadre du genre littéraire, de son écriture, de son style et de sa thématique relève d'une écriture singulière? En d'autres termes, en quoi, d'une certaine manière, l'écriture poétique dans le corpus d'études se distingue-t-elle de la façon habituelle et traditionnelle d'écrire la poésie? Aussi importe-t-il de savoir, d'une part, à quel niveau X se situe l'originalité de ces textes poétiques, d'autre part, de quelle manière ils contribuent à l'émergence d'une nouvelle poésie africaine d'expression française? La plupart de ces œuvres poétiques se trouvent aux antipodes de la poésie des classiques occidentaux et de celle des classiques d'Afrique noire francophone. Mais il ne s'agit surtout pas de chercher à savoir comment un texte poétique peut être considéré comme un chef-d'œuvre alors qu'il contient des éléments incompatibles avec la norme poétique habituelle. L'expérience a montré que les hommes de culture ayant la langue française comme langue officielle d'expression sont sujets à l'éternel embarras entre écrire comme un bon élève de l'école française pour un lectorat français et utiliser la langue française comme langue d'écriture tout en demeurant ancré dans le terroir africain. À travers les œuvres formant notre d'étude, on constate que les poètes Jean-Marie Adiafi, Noël X Ebony, Fascinet, Frédéric Passeré Titinga et Sony Laboutancy ont choisi la seconde alternative en cédant aux délices de la liberté langagière. Sans toutefois cesser d'être de la poésie, leur poésie se présente par endroits comme des créations singulières au carrefour de plusieurs genres. Aussi, pour une bonne compréhension de l'objet de notre étude, il apparaît intéressant de mettre l'accent sur quelques-unes des caractéristiques de la nouvelle poésie d'Afrique noire francophone. Cela passe par un examen minutieux de certains de ses attributs, et par l'évocation des éléments qui manifestent cette façon spécifique et nouvelle d'écrire la poésie. La plupart de ces textes poétiques se situent dans la période post-négritudienne. Ainsi, sur l'axe chronologique, ils devraient faire dire de leurs auteurs qu'ils sont une nouvelle génération de poètes, la génération post-négritudienne. Mais sur la question, il faut se garder de toute certitude au sens triomphant du terme. Ce travail revient d'une certaine manière à définir l'esthétique d'une poésie de la rupture. Or le mot rupture traduit l'idée de brisement, de fracture, de séparation d'avec l'ancien ordre. Il traduit aussi l'idée de nouveauté et d'invention. En littérature, les ruptures s'opèrent aussi bien dans l'ordre de la thématique que dans celui de la forme du texte. Au plan thématique, une œuvre littéraire est dite œuvre de la rupture lorsque les thèmes qui y sont abordés se soustraient des thèmes du moment.
C'est dans ce sens que Locha Matesso a pu écrire ce qui suit au sujet de l'œuvre poétique de Miezan Bonini Joseph qui apparaît, pour lui, comme une œuvre de rupture. Sa poésie, l'une des premières à s'écarter des canons de la négritude, se donne comme le lieu d'une quête qui, au-delà du nègre, concerne l'homme et son environnement. Au plan formel, le caractère nouveau de la poésie s'observe à travers une écriture qui fait fi des normes formelles établies non seulement par le genre poétique, mais aussi, et surtout par la poétique de la poésie négro-africaine telle que tracée par les pionniers que sont Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, David Diop. De ce qui précède, on note qu'un texte poétique d'Afrique noire francophone peut être considéré comme appartenant à la poésie de la rupture ou à la nouveauté poétique, lorsqu'il comporte des éléments qui ne s'inscrivent pas dans la norme classique négro-africaine, et partant dans la norme classique française, puisque la poésie classique négro-africaine, comme nous l'avons dit, est calquée sur le modèle français. Ces éléments qui ne s'inscrivent pas dans les canons traditionnels des deux poésies, française et négro-africaine d'expression française, sont soit le fait d'innovation, soit le fait de transgression. Il existe, à cet effet, divers niveaux de rupture et d'innovation. C'est peut-être Frédéric Passeret-Titinga qui rendra le mieux l'idée d'une écriture poétique nouvelle à travers cette réflexion qui a tout l'air d'une boutade. Je n'ai pas à cœur de m'imposer des règles de conduite édictées ailleurs que dans mon milieu. S'il se trouvait que par pur hasard des choses, mon milieu n'obéissait pas aux mêmes règles figées dans l'entendement commun sur la définition de la poésie, et que moi j'avançais dès le départ que je suis un poète, manifestement il y aurait une distorsion. Je tiens en effet à ne chercher référence que par rapport à mon propre milieu. Ce trait d'esprit de Frédéric Passeret-Titinga fait déjà penser que la nouveauté poétique se caractérise, d'une part, par le souci de ne pas suivre ce qui vient d'ailleurs par mimétisme, d'autre part par le refus d'un ou des écrivains de poursuivre dans la voie supposée être normative et régulière. On a pu, à titre d'exemple, parler d'une écriture romanesque de la rupture avec Batouala du gouverneur René Maran, à cause du fait qu'il a reconnu aux Noirs une culture et une organisation sociale appréciables, à un moment où tout semblait démontrer le contraire de ce qu'il soutenait. De ce qui précède, on peut déduire que la rupture ou la nouveauté s'observe d'abord en termes d'abandon des habitudes devenues classiques. Dans le cas d'espèce, cette rupture se situe au niveau thématique et social dans la mesure où ce roman abandonne, de façon catégorique et étonnante, les sentiers battus de la littérature favorable à la colonisation, pour reconnaître aux Noirs les qualités d'êtres humains socialement et culturellement organisés. Dans la littérature française, les premières écritures de la rupture sont intervenues au XXe siècle. Les deux guerres mondiales ont amené de nombreux auteurs, Louis Aragon, Jean-Paul Sartre, Boris Vian, etc., à prendre position sur le plan politique dans leurs écrits. Ce choix, parce qu'il rompt avec l'habitude, participe de l'écriture de la rupture. Mais le fait le plus marquant est le désir de rupture de ces écrivains d'avec les formes jusqu'alors pratiquées. Les romans ne suivent plus forcément l'ordre chronologique, Nathalie Sarraute. Les personnages du théâtre échangent des répliques apparemment incohérentes, Eugène Ionesco. Parlant de rupture et de transgression, il nous paraît intéressant de rappeler que le verbe transgresser sur lequel a été forgé le nom transgression veut dire passer outre, passer par-dessus une règle, une norme, un ordre, enfreindre une loi, violer une interdiction, refuser de respecter l'ordre établi, le code, la convention, rompre avec le statu quo. Tous les verbes sollicités pour traduire l'idée de transgression montrent bien que dans ce concept, il y a à la fois un aspect social, éthique et idéologique. Transgresser, c'est désobéir, c'est se révolter, c'est se mettre en marge d'une chose jugée normale ou habituelle. Dans les œuvres poétiques constituant notre corpus d'études, la transgression se situe aussi bien au niveau de la langue que de la morale sociale. Le mot rénovation désigne l'action de rénover qui consiste à donner une forme nouvelle, à moderniser, à rajeunir, à transformer. En littérature, la rénovation s'inscrit dans la recherche de la nouveauté poétique qui implique toujours l'idée de rupture d'avec l'ancienne pratique, ou encore l'idée de rénovation de celle-ci. Les textes qui seront exploités montreront, chacun, un aspect précis de la nouvelle poésie d'Afrique noire francophone. Les traits essentiels de la poésie de la rupture apparaîtront le long du développement qui sera fait en fonction des particularités de la nouvelle écriture. Mais avant tout,
il importe de faire un bref exposé théorique sur le genre poétique, pour mieux faire comprendre par la suite la notion de poésie de la rupture. 1. Considération théorique sur le genre poétique. L'objectif recherché ici est d'exposer les éléments théoriques qui permettent de cerner les contours des termes clés. Il s'agit de définir par exemple le mot poésie, et de montrer les différents éléments qui le constituent en propre. Ce n'est qu'après cette étape essentiellement définitionnelle que nous mettrons un accent particulier sur les éléments distinctifs de la poésie d'Afrique noire francophone. Nous partirons de la poésie d'Afrique noire francophone telle que pratiquée par les devanciers, avant d'en arriver à celle de la nouvelle génération de poètes. Aussi allons-nous présenter les éléments théoriques qui permettent de dire, dans la suite du développement, que la poétique dans les œuvres susvisées est différente de l'esthétique habituelle. Puisque le travail pose le problème du renouvellement de l'écriture, et que l'objectif majeur est de montrer que l'écriture poétique telle que présentée dans les différents textes poétiques qui forment le corpus d'études est inhabituelle, il est impérieux de faire le point de la question de la norme en poésie, étant donné le fait que l'inhabituel a pour baromètre la norme. Mais avant, il serait intéressant de définir la poésie, surtout dans son fonctionnement avec les autres genres littéraires. I1. Définition de la poésie. Le mot poésie est dérivé du grec poiein, qui signifie faire, créer. Selon les époques et les sociétés, le sens du mot poème, dans la tradition occidentale, a souvent été fonction de l'ampleur des textes ainsi désignés. Déjà au IIe siècle avant Jésus-Christ, chez les Latins, le mot poésis désignait un long poème, épopée, tandis que poema renvoyait à un poème bref. Alors que le Moyen-Âge conserve le sens latin de poema, la Pléiade l'étend à toutes les pièces d'une certaine ampleur et appartenant au genre noble. Le classicisme qui voit dans la poésie un art d'agrémenter et de régler le discours, encourage le déploiement du poème. À la fin du XIIIe siècle, la logique du discours, l'encyclopédisme et l'impersonnalité font place à l'épanchement du moi, à l'effusion sentimentale et à la mémoire qui adoptent cependant la même esthétique du poème long. Baudelaire, Rimbaud et Mallarmé qui incarnent la modernité poétique instaurent la brièveté, celle-ci devient un trait définitoire du poème véritable. La brièveté du poème associe concentration et illumination, intensité et immédiateté de l'émotion, indéfinie de l'esquisse et suggestion du non-dit. Le poème bref, qui répudie la discursivité et se rassemble sur son dense noyau verbal, semble devenu à travers de multiples incarnations la forme même de la poésie. On déduit de ce qui précède que la différence fondamentale entre le poème et la poésie se situe au niveau de la longueur qui caractérise la poésie, et la brièveté du poème. C'est le lieu de rappeler que le poète est un créateur, un inventeur de formes expressives. Dans l'Antiquité grecque, toute expression littéraire est qualifiée de poétique, qu'il s'agisse de l'art oratoire, du chant ou du théâtre. Tout fabricant de texte est un poète comme l'exprime l'étymologie. Aristote, dans Poétique, identifiait 3 genres poétiques, la poésie épique, la poésie comique et la poésie dramatique. Après lui, les théoriciens de l'esthétique retiendront 3 genres, l'épopée, la poésie lyrique et la poésie dramatique, incluant la tragédie comme la comédie. Aussi importe-t-il de rappeler que jusqu'à une époque très récente, l'utilisation du vers s'imposait comme la première caractéristique de la poésie, la différenciant ainsi de la prose, chargée de l'expression commune que l'on qualifia de prosaïque. Le mot poésie évoluera encore vers un sens plus restrictif en s'appliquant aux textes en vers qui font un emploi privilégié des ressources rhétoriques, sans préjuger des contenus. La poésie sera descriptive, narrative et philosophique avant de faire une place grandissante à l'expression des sentiments. Première expression littéraire de l'humanité, utilisant le rythme comme aide à la mémorisation et à la transmission orale, la poésie apparaît d'abord dans un cadre religieux et social en instituant les mythes fondateurs dans toutes les cultures. De l'épopée de Gilgamesh, 3e millénaire avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, aux Védas, en passant par le Ramayana à la poésie dans l'Égypte antique, ou encore dans les textes bibliques ou aussi dans l'Iliade et l'Odyssée des Grecs, la poésie n'a jamais rompu ses amarres avec le religieux. La poésie, tout comme tout autre genre littéraire, se reconnaît de façon plus ou moins évidente à travers certains éléments essentiels.
Elle est une expression imagée et rythmée de la pensée qui utilise, en les transformant, les rythmes, les sonorités, le lexique, ce qui aboutit souvent à la constitution d'un langage qui lui est propre, fondé sur des jeux d'images, de constructions particulières, etc. Le plus souvent, la poésie désigne le caractère de ce qui parle particulièrement à l'imagination, au cœur, de ce qui évoque, suggère, touche, émeut, charme. Dans cette optique, Sully Prudhomme pouvait affirmer à la page 16 de son premier recueil de poésie Stances et poèmes, 1865, que « la poésie c'est l'univers mis en musique ». En résumé, nous retiendrons que la poésie est un genre littéraire très ancien aux formes variées, écrite aussi bien en vers qu'en prose. Dans ce genre littéraire, un intérêt particulier est accordé à la forme, c'est-à-dire au signifiant. La poésie est un art du langage qui fait une utilisation maximale des ressources de la langue. Le travail sur la forme démultiplie la puissance de la signification. Qu'en est-il des normes formelles régissant le genre poétique ? 1.2. Les normes formelles de la poésie. Fondamentalement, la poésie rime avec la versification puisqu'elle s'est longtemps identifiée à celle-ci. Cet aspect de la poésie est pleinement pris en compte dans cette définition que le Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, de Paul Robert paru en 1962 donne de la poésie. L'art du langage, généralement associé à la versification, visant à exprimer ou à suggérer quelque chose au moyen de combinaisons verbales où le rythme, l'harmonie et l'image ont autant et parfois plus d'importance que le contenu intelligible lui-même. Propriétés et qualités essentielles de cet art, indépendantes d'une forme particulière qui peuvent se manifester dans toute œuvre littéraire et par extension dans toute œuvre d'art. On voit à travers cette définition que la versification fait partie des éléments caractéristiques de la poésie. Nous n'hésiterons pas à dire qu'elle a longtemps été arrimée à ce genre littéraire. Même si, au fil du temps, ce critère fondamental a pu être contourné, il ne demeure pas moins que la poésie rime avec la versification. C'est ce trait distinctif de la poésie qui justifie le développement qui suit. 1.2.1. La poésie française, un genre versifié. La versification se définit comme l'art de composer des vers. Elle caractérise l'ensemble des règles techniques qui régissent la composition de vers réguliers en général. Le vers est un assemblage de mots agencés selon des règles, le nombre de syllabes, le sens ou le son des mots, et formant une unité rythmique. Le vers a été à la poésie occidentale ce que l'éclat est au soleil. Dans la poésie classique, le poème acquiert un nom en fonction du type de vers, de strophe qu'il comporte. Le nombre de syllabes que comporte un vers lui donne, en général, son nom. Ainsi, on distingue plus d'une demi-douzaine de cas de figure. Le tétrasyllabe ou tétrasyllabique désigne un vers de 4 syllabes. On dit aussi quadrisyllabe ou quadrisyllabique. Le pentamètre est un vers de 5 syllabes. Il fait partie des vers dits boiteux. Il est coupé en 3+2 ou en 2+3. L'heptasyllabe est un vers de 7 syllabes. Tout comme le pentamètre, il est un vers boiteux. Il est coupé en 4+3 ou en 3+4. L'octosyllabe est un vers composé de 8 syllabes. Il a une coupe libre, quelquefois 2. Le décasyllabe ou décasyllabique est un vers composé de 10 syllabes. L'endécasyllabe est un vers composé de 11 syllabes. L'alexandrin ou dodécasyllabe est un vers composé de 12 syllabes. De tous ces différents vers, seul l'octosyllabe, le décasyllabe et l'alexandrin sont appelés vers réguliers. Il convient de signaler par ailleurs que pour compter les syllabes d'un vers, on doit tenir compte du e muet et de la diérèse. Que vaut un vers s'il n'est incorporé à un autre ou à d'autres ? C'est de l'association du vers à d'autres vers que naît le charme de la poésie classique française. Parler de groupe de vers, c'est implicitement évoquer la présence d'au moins une strophe. La poésie classique s'observe aussi et surtout par le respect scrupuleux de la strophe, qui est un groupe de vers formant une unité et s'ordonnant de manière à représenter une correspondance métrique avec un ou plusieurs groupes semblables. Le nombre de vers que comporte une strophe lui donne son nom. Une strophe composée de 2 vers s'appelle un distique. Une strophe faite de 3 vers s'appelle un tercet. On parle de quatrain lorsque la strophe est composée de 4 vers. Quand la strophe est composée de 5 vers, on parle de quintile.
Une strophe composée de 6 vers est un 6-1. Lorsque la strophe est formée de 7 vers, on parle de septin. On parle de 8-1 quand la strophe est composée de 8 vers. Le lien étroit qui unissait la poésie classique française et la musique a fait dire à André Breton qu'il faut demander au poète plus que de chanter. Breton s'élevait ainsi contre ceux qui avaient fini par réduire la poésie à son aspect de musicalité. La musique dont on parle en poésie est essentiellement le fait de la mélodie qu'engendre la rime et le rythme. La poésie classique fonctionnait à l'aune de la rime qui est le retour du même son vocalique à la fin de deux ou plusieurs vers. 3 types de rimes existent dans la poésie française. Les rimes croisées, de façon schématique, se présentent de la manière suivante, AB. Les rimes embrassées se schématisent ainsi, AB-bas. Les rimes plates ou rimes suivies se schématisent de manière suivante, ABB. Il existe bien un critère d'évaluation de la richesse de la rime dans la poésie française. Ainsi, les rimes sont dites pauvres lorsque l'élément de rime entre les vers considérés n'est fondé que sur un seul phonème. Elles sont dites suffisantes lorsque 2 phonèmes sont en commun dans les vers considérés, voyelle plus consonne ou consonne plus voyelle finale. Enfin, elles sont dites riches quand 3 phonèmes sont en commun, consonne-voyelle consonne ou consonne-voyelle ou encore voyelle-consonne-voyelle. De même qu'il existe des personnes dites pauvres, de condition moyenne ou riche, de même les rimes sont dites pauvres, suffisantes ou riches. Les rimes sont évaluées à peu près sur les mêmes critères que ceux utilisés pour qualifier les êtres humains. Le critère d'évaluation de la rime calqué sur l'espèce humaine est reconduit en ce qui concerne son aspect générique. Ainsi, il y a une rime masculine ou féminine en fonction de la lettre finale du dernier mot du vers. La rime est dite féminine lorsque le dernier mot du vers se termine par un E muet. Elle est dite masculine lorsque le dernier mot du vers se termine par une lettre autre que le E muet. Les poèmes à forme fixe ont occupé une place si essentielle dans la poésie française qu'il importe d'en faire cas dans ce travail. Ils sont pour la plupart très courts et ne comportent pas grand-chose de plus qu'une stricte observation des règles. Ils sont surtout des poèmes de circonstance, et les grands poètes se sont rarement astreints à enfermer leurs pensées dans ces cadres étroits. Comme poème à forme fixe, on peut citer la ballade, le rondeau, le laid, le virelet, la villanelle, le triolet, le rondel, le sonnet. Depuis la fin du XIXe siècle, beaucoup de poètes, parmi lesquels on trouvait ceux qui considéraient la versification comme un ensemble d'obligations improductives, ont publié des textes en vers libres. Généralement, les poèmes ainsi qualifiés se présentent typographiquement comme des suites de vers-lignes, qui se caractérisent formellement par un passage à la ligne, avant d'atteindre la marge droite et les dimensions ordinaires d'un paragraphe, éventuellement au milieu d'une phrase, souvent avec initiale majuscule. Le rythme étant un élément déterminant pour la poésie, on ne saurait l'ignorer lorsqu'il est question de parler des normes formelles de celle-ci. 1.2.2 La poésie, un genre rythmé. Le mot grec rythmos signifie retour régulier, cadence. En rhétorique, le rythme est un élément harmonique essentiel qui distingue formellement le vers de la prose. Il est la distribution d'une durée en une suite d'intervalles réguliers, rendue sensible par le retour d'un repère et douée d'une fonction et d'un caractère esthétique, ou encore le mouvement général, de la phrase, du poème, de la strophe, qui constitue un fait stylistique et qui résulte de la longueur relative des membres de la phrase, de l'emploi des rejets, des déplacements d'accent, etc. Il est fondé sur le retour imposé, la disposition régulière des temps forts, des accents et des césures, sur la fixité du nombre des syllabes, etc. Le rythme désigne aussi un mouvement général, de la phrase, du poème, de la strophe, qui constitue un fait stylistique et qui résulte de la longueur relative des membres de la phrase, de l'emploi des rejets, des déplacements d'accent. Le rythme la plupart du temps s'étend sur plusieurs vers. Cette situation donne lieu à des enjambements, des rejets et des contre-rejets. Le rythme est marqué par les accents qui eux-mêmes obéissent à des règles codifiées. Ils déterminent la cadence régulière imprimée par la distribution d'éléments linguistiques, temps forts et temps faibles, accents, etc., à un vers, une phrase musicale, etc. Le rythme, en définitive, est la qualité du discours qui, par le moyen de ses syllabes accentuées, vient frapper l'oreille à certains intervalles.
Nous sommes conscients de ce que la présentation des normes du genre poétique qui vient d'être faite n'est pas exhaustive. Beaucoup de choses ont été volontairement laissées de côté, puisque l'objectif visé était plutôt de donner l'essentiel des éléments qui caractérisent la poésie française. Les pionniers de la poésie négro-africaine ont ajouté à ce qui a été présenté des particularités qui permettent de reconnaître leur label. Il serait intéressant de mettre l'accent à présent sur ces éléments permettant de distinguer la poésie négro-africaine de la poésie française. 2. Les traits distinctifs de la poésie négro-africaine. Les grands axes qui permettent de reconnaître la poésie négro-africaine d'expression française ramènent forcément l'analyste à revisiter l'histoire de cette poésie. Ainsi, les pionniers de la poésie d'Afrique noire francophone vont être visités dans le but de mettre en exergue ce qui caractérise leurs œuvres en propre. C'est le lieu d'indiquer que pour que notre étude soit cohérente et méthodique, nous allons revenir sur les thèmes dominants de cette poésie. 2.1. Repères historiques de la poésie négro-africaine. L'histoire de la poésie négro-africaine écrite d'expression française se trouve liée à l'avènement de la négritude, mot employé pour la première fois par Aimé Césaire dans la revue L'Étudiant noir qu'il a créée en 1934 avec Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas. L'étude historique et thématique de la première poésie négro-africaine d'expression française va s'appuyer sur les œuvres poétiques du Martiniquais Aimé Césaire, du Sénégalais Léopold Sédar Senghor et du Guyanais Léon Gontran Damas qui, de notre point de vue, sont suffisamment représentatifs des précurseurs de la poésie négro-africaine d'expression française. Nous les considérons donc comme les classiques de la première poésie d'Afrique noire francophone. Aimé Césaire. La poésie d'Aimé Césaire est une quête permanente de la liberté. Au plan thématique, la poétique césarienne gravite autour de la révolte du colonisé, voire de l'opprimé vis-à-vis de son oppresseur. C'est à juste titre que, parlant de la poésie d'Aimé Césaire, les auteurs de l'anthologie de la littérature francophone aient indiqué qu'il s'agit d'une poétique de la rébellion. L'affirmation de la négritude. La dimension de la poétique césarienne consiste à dénoncer les frères africains opprimés, défavorisés qui, plutôt que de reconnaître courageusement ce qu'ils sont, se font passer pour ce qu'ils ne sont pas en réalité. Sa négritude ne consiste donc pas en une célébration complaisante du noir. La lutte des classes. De par sa formation de communiste, marxiste, Aimé Césaire a toujours refusé la catégorisation de la société en bourgeois et roturiers. Ses œuvres sont en général une invitation à la lutte de la classe majoritaire constituée de roturiers à une lutte pour l'amélioration de sa condition sociale. L'émancipation de tous les êtres humains. Cahier d'un retour au pays natal annonce le retour triomphal du Fils qui revient pour mettre en application son projet d'émancipation de son peuple. Mais au-delà du peuple haïtien, Césaire prêche plutôt pour tous opprimés du monde. Léon Gontran Damas. Damas, qui est métisse de jaune, de blanc et de noir, est un citoyen français soumis à l'époque au régime colonial. Le thème récurrent de sa poésie est la question liée à la couleur de la peau. Une poétique de la pigmentation. Le premier recueil de poèmes de ce citoyen aux multiples origines est Pigment 1937. Ce titre est symptomatique de la notion de couleur. Le pigment en effet est une substance chimique qui donne à la peau sa coloration particulière. Par association d'idées, c'est l'homme de couleur, c'est le nègre, le noir. À cause de son origine complexe et hybride due au problème racial, Léon Gontran Damas est très sensible à la question liée à la couleur. Pigment traite essentiellement de la revendication de la personnalité nègre. Dans ce texte poétique, Damas exprime son refus de toute éducation contre nature. À propos de l'œuvre littéraire de Léon Gontran Damas, Senghor écrira « Écoutez Léon Damas, le jeune poète guyanais, poète nègre, qui chante dans un rythme de tam-tam instinctivement retrouver sa nudité spirituelle après les dépouillements qui ont suivi l'exil. » Léopold Sédar Senghor. Senghor n'a eu de cesse d'affirmer que ce sont les Antillais Aimé Césaire et Louis Achille qui l'ont aidé à retourner aux sources de la négritude. Poétiquement, son œuvre se reconnaît à travers le rythme. Les thèmes majeurs développés par Léopold Sédar Senghor dans sa poésie tournent autour de la question culturelle et plus particulièrement celle du métissage culturel. À l'analyse,
On voit que la poésie de Senghor s'adresse en priorité au peuple noir, mais aussi à toutes les autres races. J'écris d'abord pour mon peuple. Et celui-ci sait qu'une kora n'est pas une harpe non plus qu'un balafon, un piano. Au reste, c'est en touchant les Africains de langue française que nous toucherons mieux les Français et par-delà mer et frontières, les autres hommes. Le sensualisme est un aspect important de l'œuvre poétique de Senghor qui est faite d'une multiplicité de références sensorielles. La main, les odeurs, les couleurs, les bruits, j'entends, j'écoute, les sens, toute l'ère sémantique du sentir et du percevoir, les douleurs senties, éprouvées. L'univers des forces est selon Senghor, la Weltanschauung nègre. Le nègre vit en communion avec cet univers de force. Cette force, selon lui, n'est pas statique. L'être est en équilibre instable, toujours capable de se renforcer ou de se déforcer. Pour exister, l'homme doit réaliser son essence individuelle par l'accroissement de l'expression de sa force vitale. Mais cette force, substrat de la vie intellectuelle et morale, partout immortelle, n'est réellement vivante et ne peut s'accroître qu'en coexistant dans l'homme avec le corps et le souffle vital. Le royaume de l'enfance est un autre pilier de la poésie de Léopold Sédar Senghor, qui a vécu une enfance heureuse au village. Il évoque sans cesse ce royaume perdu en France. En fait, la moitié de ses poèmes lui ont été inspirés par les cantons de Joal, où il est né, et celui de Fimela où il a passé son enfance. Il n'a eu de cesse de rappeler son lien à la terre et aux civilisations africaines. La célébration de la beauté de la femme africaine est aussi l'un des chants favoris de ce poète. Pour s'en convaincre, il suffit de relire des poèmes comme Femme noire, Joal, Masque nègre. En somme éthiopique, où le rythme poétique se fait vital, musical et identitaire. Dans son petit essai de poétique intitulé « Comme les Lamentins vont boire à la source », Senghor ramène le lecteur à ses racines. C'est le retour d'un exilé vers une terre en devenir après 2 décennies d'un exil européen. Le retour aux sources est aussi un thème important développé dans la poésie senghorienne. La poésie négro-africaine dégage une forte odeur de négritude. Elle est une poésie qui, de par son histoire, met un point d'honneur à non seulement faire respecter la race noire, mais aussi à... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.